La méthode de travail de Véronique de Vigry, ça fait 15 ans que je l'étudie et j'ai toujours pas trouvé le bon mot pour la qualifier. Je dirais que c'est un mélange savant d'acharnement. C'est quelqu'un qui lâche jamais rien, de débrouillardise, de chance parfois. Et puis bon, il y a quand même aussi un peu de travail, hein, il faut pas exagérer. Mais c'est une photographe qui bosse à l'instinct, qui est quelqu'un qui sent les choses, qui est une vraie nana de terrain, pour qui en fait il y a quelque chose de très viscéral dans le fait de prendre une photo. Et surtout, ce qui est terrible pour elle, c'est d'échouer à prendre la photo qu'elle a en tête, celle qu'elle s'est imaginée, même avant de partir, qui est un peu la photo rêvée. Et c'est ce qu'elle dit souvent, et c'est assez vrai, elle n'a qu'une seule peur. C'est pas vraiment le danger, c'est pas vraiment les bombes qu'on peut avoir sur notre passage, les interlocuteurs pas forcément sympas. C'est vraiment d'échouer à raconter l'histoire en images comme elle s'était imaginée. Donc voilà, la méthode Véro, c'est un peu tout ça à la fois. Nous venons d'entendre Manon Kérouille-Brunel, grand reporter à Paris Match, fidèle compagne de voyage de Véronique de Vigry depuis une quinzaine d'années aux quatre coins de la planète. Nous sommes le jeudi 9 juin 2022 et vous écoutez le 11e épisode de la 4e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, on se retrouve de nouveau au coin du feu. Nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir la photojournaliste Véronique de Vigry. Avec elle, nous allons parler de sa carrière, de son métier, de sa manière de travailler et de sa technique. Cet épisode vous est présenté par le Lumix S5, l'hybride plein format pour les créateurs d'images exigeants. Et c'est parti pour cette 11e émission de la 4e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Je suis toujours avec toi, Benjamin, comment ça va ? Bah écoute, ça va super Arthur, je suis ravi que Véronique fasse une petite escale au coin du feu avec nous entre deux reportages. On va essayer de décortiquer ce qui est la méthode Véronique de Vigry, comme l'a énoncé Manon en introduction. En tout cas, on est extrêmement ravis de t'avoir avec nous à nos micros aujourd'hui. Merci, moi aussi, je suis très très content d'être là. Bon, alors Véronique, si tu le permets, je vais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne sauraient pas encore qui tu es exactement. Alors, tu es photographe depuis 2006 et tu réalises des reportages dans le monde entier, en Irak, au Liban, au Cachemire, au Mexique, au Venezuela, en Algérie ou en Bolivie. Particulièrement remarqué pour avoir photographié les talibans en Afghanistan, les pirates en Somalie, les pirates du pétrole au Nigeria et les meurtrières sicarias en Colombie. Tu assumes courageusement ces missions difficiles dans certains des endroits les plus dangereux de la planète. Tu as obtenu le Visa d'Or Paris Match News et le Visa d'Or humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge en 2018. Jean-François Leroy, fondateur et directeur de Visa par l'image, s'en souvient très bien. Alors, quand Véronique est venue me présenter sur le travail sur le Yémen, j'étais super intéressé parce que ses photos étaient remarquables. Mais alors, je dois dire, et c'est un petit clin d'œil, qu'autant c'est une bonne photographe, mais qu'est-ce que c'est une mauvaise éditrice de son boulot. Et donc, on avait refait son édite ensemble. Et grâce à ça, elle a eu un Visa d'Or qu'elle méritait, bien évidemment. Et depuis, je sais que Véronique n'a cessé de nous étonner et qu'elle mérite encore plein de récompenses à venir. Ça va mieux l'editing ? Non, mais je crois que c'est assez général. Les photographes sont en général leurs plus beaux mauvais éditeurs. Grâce à une bourse du CNAP, tu poursuis un travail au long cours sur l'Afghanistan, pays dans lequel tu es né en tant que photographe et où tu te rends plusieurs fois par an depuis maintenant 18 ans. Tu as aussi reçu une bourse de la BNF pour travailler sur le difficile partage de la nature en France. Tu étais à Gaza pour Paris Match la semaine dernière. Enfin, tu es ambassadrice Lumix et plusieurs expositions sont prévues cet été autour de ton travail. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans cette émission.
Véronique, voici un très rapide et succinct résumé de ta carrière. Et il y a peu de destinations finalement parce qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas citées. Hein. Mais sinon, ça aurait pris un petit peu plus de temps. Un résumé. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Cyril Drouet, directeur des reportages et de la photographie au Figaro Magazine, de Léna Mogé, journaliste et autrice, et de Romain Lacroix, le rédacteur en chef adjoint à Paris Match. Les présentations sont faites et on démarre comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm lance son X-H2S et 2 nouvelles optiques. Lumix et Leica renforcent leur partenariat et un nouveau festival photo fait son apparition à Lourmarin cet été. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm vient d'annoncer son nouveau boîtier hybride APS-C haut de gamme et haute performance, le X-H2S. Au programme, un nouveau capteur X-Trans CMOS rétroéclairé et empilé de 26 millions de pixels associé à la dernière génération de processeurs d'image X5. Ce combo ouvre la porte à une meilleure gestion des hautes sensibilités ISO, une plus grande rapidité de lecture et une réduction du rolling shutter. Ce capteur est évidemment toujours stabilisé avec un gain annoncé de 7 IL. Côté performance donc, le X-H2S peut engloutir jusqu'à 40 images par seconde en rafale et 30 images par seconde en illimité, le tout avec un suivi AF/AE et sans blackout, avec l'exploitation d'un obturateur électronique grimpant au 1/32 millième de seconde. L'autofocus est réalisé à la cadence de 120 images par seconde et exploite de nouveaux algorithmes de reconnaissance et suivi du sujet basés sur du deep learning. En vidéo, le X-H2S monte jusqu'au 6,2K 30p 422 bits en interne sur toute la surface du capteur et jusqu'au 4K 120p ou Full HD 240p pour les ralentis. Le Fujifilm X-H2S sera disponible fin juillet et proposé au prix de 2 749 €. Parallèlement à cette annonce, le constructeur lance également 2 nouvelles optiques, un super télézoom XF 150-600 mm f5.6.8 RLM OIS WR qui sera proposé au prix de 2 199 € et un zoom polyvalent XF 18-120 mm f4 constant LMPZ WR conçu pour un usage photo et vidéo et qui sera proposé au prix de 999 € dès le mois de septembre. Panasonic et Leica décident de renforcer leur partenariat au travers d'un nouvel accord pour une alliance commerciale globale et étendue. Au programme donc, une collaboration sur leurs compétences fondamentales et le développement de nouvelles technologies et solutions pour un nouveau nom L2 Technologies ou L carré ou L Square. Nous devrions donc retrouver dans les prochains produits photo, vidéo, optique de Lumix et Leica ces nouvelles technologies L-Square qui offriront une nouvelle puissance créative et expressive aux utilisateurs, un nouveau monde de l'image. À noter que Leica est très en forme ces derniers temps niveau partenariat industriel puisqu'ils ont également annoncé il y a quelques jours un accord avec la firme chinoise Xiaomi pour implémenter des technologies brandées Leica dans leur prochain smartphone haut de gamme qui devrait être dévoilé dans quelques jours. Enfin et pour finir, une grosse mise à jour de firmware va être mise à disposition des possesseurs de Lumix GH6. On vous en dit plus la semaine prochaine. Affaire à suivre. Et pour terminer, un nouveau festival photo fait son apparition cet été dans la ville de Lourmarin entre Avignon et Aix-en-Provence. Il s'agit du festival intitulé Réflexivité, une manifestation photographique et anthropologique. Au programme, des expositions, des projections, des ateliers, des débats, une résidence et une librairie. À Réflexivité, les photographes partagent ce qu'on ne nous montre pas, témoignent de ce qu'ils veulent de leur hors-champ. Des écrivains ont été conviés à accompagner par une écriture spontanée le travail réalisé par ces photographes, invitant à voir au-delà de la surface des images. Parmi les 9 photographes invités sur cette première édition, certains d'entre eux sont déjà passés à nos micros. Véronique de Viguerie, évidemment, qui présente La vie en rose avec Léna Mogé, ou encore Pierre de Valondreuse, Édouard Elias ou Gabriel Duplantier. Nous avons rencontré Boris Pierre, le fondateur de Réflexivité. Il nous parle de cette manifestation. J'ai créé Réflexivité 2 jours après avoir rencontré Véronique. On a pris un café ensemble à Paris, on est resté 1 heure à discuter. 2 jours après, c'était une telle évidence pour moi de créer Réflexivité. Réflexivité est une manifestation photographique et anthropologique. C'est ainsi que c'est le sous-titre entre guillemets de Réflexivité, manifestation photographique et anthropologique. Donc photographique, on comprend bien. Manifestation parce que c'est aussi un espace et un espace-temps, un espace-lieu pour déclarer
ce que l'on ressent pour laisser ses émotions paraître, pour s'exprimer. On s'exprime également par l'écriture, parce que j'associe un écrivain, beaucoup de romanciers pour chaque photographe. Donc L'Honoré, par exemple, a écrit sur Gabriel Duplantier, Jean-Baptiste Andrea sur Gabriel, Léna Mauger a écrit sur Véronique, etc. Des textes qui présentent le photographe ou la série exposée. Et c'est aussi cette écriture qui permettra au public de se projeter avant de voir les expositions. On va pas présenter les bios des photographes. Je trouve que c'est un peu saoulant, puis on les trouve sur Wikipédia. Mais on va présenter ces photographes, leur univers, pour déjà amener le public vers l'image qu'il va voir. Le festival Réflexivité, c'est donc du 14 au 31 juillet dans la ville de Lourmarin. Toutes les infos sont à retrouver sur le site www.reflexivité.com. Voilà pour l'actu cette semaine. Ils sont très en forme, Fujifilm, dis donc. Il est impressionnant ce nouveau boîtier. Ouais, ça a l'air impressionnant. Après, il y a des specs très très vidéo, c'est vraiment la tendance. Ouais, c'est vraiment la tendance. Ouais. Donc moi j'attendrai avant de l'avoir un petit peu en main et de jouer avec pour en dire plus. Pour l'instant, ça reste un petit peu flou. Toi, tu suis un petit peu, Véronique, l'actu photo, vidéo entre deux voyages? Non, j'avoue pas trop. Et j'avoue que quand Arthur, tu parlais, j'avais l'impression que tu parlais chinois. Je comprenais rien. À un moment, il a dit Xiaomi, qui est une firme chinoise, c'est vrai. Non, en fait, franchement, je suis nulle en technique, voire pas très intéressée. Je suis juste que je suis ambassadrice de Lumix, donc ils me donnent les boîtiers et que je suis très contente. Ça marche très bien, c'est tout ce que je demande. De toute façon, on en parlera un petit peu plus tard de tes outils de terrain, de ton arsenal sur le terrain, parce que c'est important de la manière dont tu l'utilises. Souvent, les photographes, d'ailleurs, ont, c'est vrai, peu d'intérêt pour les caractéristiques qui intéressent plutôt les geeks comme nous ou la plupart de nos auditeurs. Mais voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Concernant le festival de Lourmarin, Boris Pierre dit que finalement, c'est toi qui l'as encouragé dans cette voie. Eh ben, j'ai appris ça, là, juste à l'instant. Écoutez, tant mieux mais pourtant on n'a pas vraiment, il me semble pas qu'on ait beaucoup parlé de ça. Écoutez, je suis plutôt honorée si parce que plus il y a des festivals photo comme ça engagés, mieux c'est. Ouais, puis le parti pris est intéressant de pas balancer comme ça les bios à rallonge, de laisser les visiteurs un petit peu se faire leur idée. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant son idée. Après, il a que des photographes que j'admire et que j'adore. Je pense que ça va être super chouette en fait. Tant qu'on en est à parler de festival, j'ai vu aussi que l'appel à candidature pour la prochaine édition de Bayeux était ouvert. Bayeux, toi, j'imagine que ça te parle comme manifestation. Oui, Bayeux, ça me parle beaucoup. J'essaye d'y aller tous les ans. J'ai eu la chance de recevoir le prix Bayeux en 2010. Là, en fait, à Bayeux, c'est beaucoup plus testostéroné, puisque c'est vraiment des correspondants de guerre. Donc, c'est un peu... on se raconte un peu nos blessures de guerre, qui a eu le plus peur, qui est passé le plus près de la mort. Mais c'est quand même super intéressant et super sympa. Et on voit quand même des choses assez hallucinantes. Et puis c'est pas que de la photo, hein. Bayeux, c'est la presse écrite, c'est la vidéo, c'est la radio, même c'est vraiment tous les champs, tous les médias journalistiques. Tous les médias, puis c'est international avec souvent des présidents de jury assez prestigieux. Ah oui, il y a des grands noms qui viennent à Bayeux et c'est quand même une des occasions assez uniques de pouvoir faire la fête avec des gens avec qui parfois on a partagé des terrains de guerre dans des pays beaucoup moins ou plus exotique. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, Benjamin, je pense, en 5e saison de l'édition 2022 de Bayeux. Voilà pour l'actualité. On passe à ta chronique hebdomadaire, Benjamin, ta story. Alors cette semaine, focus sur le dernier album de Reporters sans frontières qui fait aussi l'objet d'une exposition au Festival de la Gacilly. Reporters sans frontières célèbre en 2022 le 30e anniversaire de sa collection Sans photos pour la liberté de la presse.
Après un numéro consacré à l'œuvre de Patrick Chauvel, l'organisation se met au vert et propose un opus entièrement dédié aux arbres. L'engagement de RSF pour la cause environnementale n'est pas nouveau. Fin 2015, elle avait publié un rapport intitulé « Climat hostile contre les journalistes environnementaux ». Et la lutte contre les exactions visant les journalistes qui travaillent sur ces problématiques s'inscrit au cœur de l'action de RSF, au même titre que la protection des reporters sur les terrains de guerre, comme le rappelle Perrine Daubas, rédactrice en chef de la collection. Depuis une quinzaine d'années maintenant, on a régulièrement publié des rapports sur la liberté dont disposent, ou la non-liberté, dont disposent les journalistes pour enquêter sur les grands drames environnementaux. Le sujet est de plus en plus préoccupant, à vrai dire, puisque depuis 15 ans, les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent dans certains pays ne font que s'aggraver. Par exemple, au Brésil ou en Inde, on a déploré plusieurs assassinats et des enlèvements de journalistes qui enquêtent sur la déforestation, sur le trafic des sables bitumeux, sur plein de choses. La thématique de l'arbre s'est imposée naturellement. Reste à faire cohabiter les univers radicalement différents des photographes, de Sabine Weiss à Vincent Munier, en passant par Steve McCurry, Yann Arthus-Bertrand ou Ansel Adams. Un véritable défi éditorial plus délicat à mettre en page que les traditionnelles monographies publiées par RSF. Ce qui en fait est beaucoup plus facile dans une monographie parce que quand on présente le travail d'une personne, le fil il existe, on arrive à créer des séquences et du coup il y a un fil narratif, il y a une logique visuelle qui est beaucoup plus présente là. Là, ça a été le vrai challenge de cet album, c'est de faire cohabiter toutes ces images parce qu'on a Abbas, Ansel Adams, Robert Capa, Douaneau, et puis on a des écritures hyper modernes. Donc, je trouve que c'est assez réussi. On est hyper content avec l'équipe et on a des très bons retours d'ailleurs. Ce 70e album, séquencé en 5 chapitres, contient de nombreuses images, mais aussi de très beaux textes, dont, entre autres, un avant-propos de l'écrivain Sylvain Tesson, un plaidoyer pour la renaissance d'une forêt primaire en Europe du botaniste Francis Allais et un bouleversant extrait d'un entretien de Sebastião Salgado, réalisé par Olivier Royan pour Paris Match, dans lequel le photographe brésilien évoque son rapport viscéral à la nature et aux arbres. En parallèle de cet album, si vous avez l'occasion de vous rendre au Festival de la Gacilly durant l'été, vous pourrez y admirer la plupart de ces images qui font l'objet d'une exposition très grand format. Et surtout, prendre le temps, insiste Jacques Rocher, maire de la ville et fondateur de l'événement. Le travail qui est fait avec RSF, dans le cadre du Festival Photo Lagacy et avec Cyril Drouet, qui est le commissaire du festival, c'était de mettre en scène, je dirais, l'arbre, mais l'arbre justement avec l'écriture, le talent, la diversité aussi du regard des photographes. Prendre son temps de regarder une photo, c'est pas pareil que avoir aujourd'hui l'amoncellement d'images qui arrivent dans tous les sens. Et je pense que le regard de ces photographes est vraiment très intéressant et montre justement toute la relation qui nous unit entre l'humanité et les arbres. Parmi les 21 expositions à l'honneur du festival, placées sous le signe de l'Orient, vous découvrirez les éclats de paix chers à notre invité. Cyril Drouet, commissaire du festival, tenait à mettre en lumière cette partie du travail de Véronique de Viguerie, lui qui collabore régulièrement avec elle en tant que directeur des reportages et de la photographie au Figaro Magazine. L'occasion de ces reportages, elle ramenait des moments de vie et des moments des ferments de bonheur. Et c'est ça qu'on a voulu montrer avec non pas des éclats de guerre, mais des éclats de paix, et c'est le titre de l'exposition. C'était de montrer que la vie est plus forte que la guerre et que elle a ramené justement des photographies auxquelles on s'attend pas, qui sont des images parfois de douceur en Afghanistan parce que cette société aussi existe. Cyril Drouet a particulièrement été marqué par une photo qui résume, selon lui, le talent et la sensibilité de la photographe. Il y a une image qui pour moi est extrêmement frappante, c'est cette photo de ce vieux couple de Pashtoun avec une femme et un homme, et l'homme qui embrasse sa femme, c'est un vieux monsieur, il embrasse sa femme. Et il y a un immense moment de tendresse, mais quand on connaît l'Afghanistan, des moments d'intimité comme ça, c'est extrêmement rare à montrer. Et ça fait aussi tout le talent d'une photographe qui arrive par sa personnalité, par sa douceur aussi, à rentrer justement dans les cœurs et dans les âmes.
Moi, Véronique, tu es absolument partout cet été en France. 2 expositions déjà. C'est assez impressionnant la liste des photographes qui sont exposés à la Gacilly là. Puis ce pont là avec RSF, c'est bien, non? Ah bah c'est bien, il est naturel ce pont, il a été facilité par Cyril Drouet, donc qui est à la fois commissaire des expositions à la Gacilly et qui est le directeur des reportages et de la photo Figaro Magazine, qui connaît très bien ton travail évidemment Véronique, tu le connais très bien aussi. Donc c'est finalement un pont on ne peut plus logique, cette thématique de l'environnement, je l'ai dit dans la chronique, il est aussi naturel. Chez RSF, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qui est parachuté, qui est opportuniste. Dans ces temps où on parle beaucoup de climat, ils ont toujours été très impliqués. Donc moi je serais très curieux d'aller voir cette expo. Je crois que tu veux peut-être pouvoir nous dire un mot ou deux, tu étais Véronique, parce que toi tu reviens de la Gacilly. Et juste préciser, rappeler, parce qu'on a déjà parlé de RSF il y a peu de temps avec Patrick Chauvel, qui a raconté à nos micros il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. 2 semaines, Patrick qui nous racontait un petit peu comment il travaille en ce moment en Ukraine à l'occasion de l'album qui lui était consacré. Et on rappelle que toutes les recettes de cet album vont à RSF pour permettre de venir à la rescousse des journalistes sur le terrain, leur prêter main forte ou leur donner du matériel, etc. Donc c'est pour la bonne cause. Oui, c'est très important. RSF est un grand soutien pour les journalistes emprisonnés, parfois blessés et même parfois assassinés. Donc il faut pas hésiter. Et donc oui, à la Gacilly, j'en rentre en fait. Et cette exposition sur les arbres est absolument fantastique. C'est des énormes tirages où en fait on a un peu l'impression d'être au milieu de la forêt. Et c'est très beau. Ils ont réussi vraiment à faire quelque chose de très diversifié. J'étais avec mes filles et c'était leur exposition préférée. Ah oui, qui s'appelle Trees, je crois, sur place. Ils l'ont baptisé en anglais, peut-être pour l'internationaliser un petit peu. Et toi, tu as été à l'honneur, puisqu'on parle de RSF, d'un album de Reporters sans frontières il y a peu de temps, avec cette fameuse couverture. Où il y a quelques années, je crois. Je me souviens plus exactement quand, mais c'était il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et j'ai eu cet honneur. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir un peu sur RSF. Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être un peu plus en détail comment et en quoi ils permettent de venir en aide aux journalistes sur le terrain? Par exemple, moi je suis partie justement pour Cyril Drouet, le Figaro Magazine en Ukraine. Et il y avait plus du tout de gilet pare-balles, plus du tout de casque parce que tout le monde est parti. Et donc c'est RSF qui m'ont fourni au dernier moment, un peu à la volée comme ça, un casque et un gilet pare-balles pour que je puisse partir en toute sécurité. Ils ont en Ukraine monté un centre à Lviv. Maintenant il y en a un à Kiev où ils ont donné des formations ultra rapides à des journalistes en fait qui étaient en Ukraine mais qui n'étaient pas du tout des journalistes de guerre, pour leur donner quelques petits trucs qui peuvent sauver la vie, quelques formations de premiers secours, du matériel de protection aussi. Ils donnent aussi par exemple des assurances pour les pigistes qui veulent partir sur des terrains de guerre, des assurances qui sont pas très chères justement pour qu'ils partent avec en étant assuré, en fait. Parce que toi, quand tu pars pour le Figaro, par exemple, tu as l'assurance du média. Exactement. Encore, ça c'est devenu très rare, quoi. Ouais, exactement. Et quand on est pigiste ou freelance, du coup, on n'est pas assuré. Et c'est vrai que RSF vend des assurances, mais à des prix vraiment très raisonnables. RSF a aussi peut-être, si vous êtes pris en otage, organiser des manifestations, harceler les gouvernements qui, par exemple, vous ont mis en prison pour pas qu'on vous oublie, pour pas lâcher, vous mettre des avocats, peut-être qui vont pouvoir défendre votre avocat. Et dans des cas très extrêmes, vont pouvoir exfiltrer des journalistes qui sont en danger de mort dans leur pays et leur donner une résidence dans un pays où ils seront enfin en sécurité. Et sur d'autres cas, ils vont essayer de faire en sorte que les journalistes ou les médias puissent travailler dans leur pays en dealant des solutions avec des gouvernements un peu dictatoriaux, en essayant de faire en sorte que justement l'information puisse continuer d'exister. C'est extrêmement important donc.
Ça marche. Merci Benjamin pour de nouveau pour cette story cette semaine. Je vous propose qu'on marque une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer cette grande discussion au coin du feu avec la photographe Véronique de Viguerie. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Pour créer des contenus photos et vidéos toujours plus inédits et professionnels, pour une liberté créative totale et sans limite, optez pour le Lumix S5, l'hybride plein format, dernière génération. Un boîtier ultra compact, résistant et entièrement personnalisable avec les technologies les plus avancées. Choisissez la qualité d'image en très haute définition. 96 mégapixels pour la photo et 5,9 carreaux en vidéo. Des profils colorimétriques pointus et une double stabilisation pour des vidéos uniques et une liberté de mouvement optimale. Le Lumix S5 est l'outil ultime pour les créateurs de contenu exigeants. Profitez d'offres exceptionnelles sur de nombreux kits avec le Lumix S5 accompagné d'optiques polyvalentes et lumineuses chez vos revendeurs. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Véronique de Viguerie pour une grande discussion au coin du feu. Alors en guise d'introduction, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Cyril Drouet, le directeur des reportages et de la photographie au Figaro Magazine. Il nous raconte votre rencontre, Véronique, le début de ta carrière et pourquoi après tant d'années, il continue de te faire confiance pour ramener, comme il dit, la bonne image. C'est une vieille histoire entre le Figaro Magazine et elle, et puis finalement entre moi et elle, puisque je suis arrivé au Figaro Magazine en 2004, et je crois que la première commande qu'elle a eue, d'ailleurs elle l'avait dit, la première commande qu'elle a eue pour un magazine, c'était au Figaro Magazine, et c'était en 2004. Et elle revenait d'Afghanistan, et elle est partie pour nous faire un sujet, elle était toute jeune, puisqu'elle avait 26-27 ans, et c'est vrai qu'à cette époque, j'ai découvert une jeune photographe qui avait déjà un talent énorme, qui avait surtout une connaissance géopolitique fascinante, et on lui a donné sa chance, comme moi on m'avait donné ma chance ici au magazine, et c'est moi qui lui ai donné cette chance peut-être d'avoir eu cette première commande. Et après c'est une relation qui ne s'est jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui, pour une simple raison, c'est que parfois il y a des photographes, on dit ils ramènent. C'est un truc important, mais quand on fait une commande, c'est non seulement un climat de confiance qui va s'instaurer entre le photographe et la rédaction, mais c'est aussi le fait que, quel que soit le sujet, elle ramène le reportage. Je sais pas combien on a fait de reportages ensemble, mais c'est pas mal, c'est beaucoup. Et à chaque fois, il y a un sujet qui fait 10 pages, et on en est sûr. Donc ça a toujours été quelque chose d'assez surprenant, mais c'est une relation extrêmement durable. Et puis surtout, c'est une photographe qui sur des événements, pour moi, je la vois ni comme une femme ni comme un homme. Je la vois comme un photographe expérimenté et qui, sur des situations les plus compliquées, les plus difficiles, est toujours présente et surtout à ses propres réseaux de fixeurs, de connaissances du terrain. Elle sait l'appréhender et elle sait surtout ramener des bonnes images. Et la bonne image, c'est aussi l'image qui en synthétise aussi bien une émotion qu'une information. La bonne image qui synthétise aussi bien une émotion qu'une information. C'est donc ça que tu cherches quand tu es sur le terrain ? Oui, je crois. En fait, moi, je cherche une image qui va rapprocher les gens qui regardent cette image des gens qui sont sur mon image. Donc, avec une émotion. Je crois que notre métier, c'est quand même de mettre des visages sur des chiffres parfois ou des informations un peu sèches et que tout d'un coup, les gens qui voient le reportage se sentent concernés. Donc oui, il faut qu'il y ait de l'émotion. Et qu'est-ce qui va guider ton envie, ton besoin d'aller sur le terrain pour travailler? Est-ce que tu suis l'actualité coûte que coûte? On a vu beaucoup de reporters aller en Ukraine, évidemment, ces derniers mois. Est-ce que tu vas suivre le mouvement, quitte à trouver un angle original? Comment tu vas réfléchir ton approche, ton sujet? Oui, je suis l'actualité, mais pas l'actualité de partout. Donc, il y a des pays qui sont très chers à mon cœur, comme l'Afghanistan, où évidemment je suis avec grande attention ce qui se passe là-bas. Après, je trouve que c'est aussi important de mettre en lumière peut-être des conflits qui sont plus oubliés, moins intéressants, parce que c'est aussi notre métier, c'est de quand même donner la parole à ceux qu'on n'entend pas assez, pas souvent. Bon, et l'Ukraine, c'était un peu particulier. C'est presque comme si la guerre était venue dans nos jardins. Donc, c'est imposé. Donc, évidemment,
évidemment, j'y suis allée, mais oui, j'ai des zones de prédilection. Et quand tu arrives en Ukraine, tu nous parlais tout à l'heure de la formation qui peut être proposée par RSF pour des jeunes photographes ou qui ne sont pas rompus, on va dire, à la photographie de conflit, de guerre. Est-ce qu'il finalement, il n'y a pas trop de gens qui couvrent l'événement, vu que c'est un événement proche, comment ça se passe sur place? Est-ce que c'est pas compliqué de trouver l'angle original qui va faire que tu vas te démarquer des autres? Si, c'est hyper compliqué. J'avais jamais vu ça de ma vie, de ma carrière de photographe, autant de monde rassemblé au même endroit. Donc, c'est un peu dur, du coup, de se dire qu'on est là pour amener une information, parce qu'en vrai, on n'a plus aucune valeur ajoutée. Donc après, c'est bien normal que tout le monde essaye d'y aller parce que c'est un conflit qui est hyper important, qui est pas loin de chez nous. Donc, mais c'est vrai que moi, je suis pas en tout cas retournée parce que j'ai pas trouvé d'autres angles originaux ou une histoire un peu particulière à faire là-bas. Et donc, je vois pas la valeur que je vais ajouter à ce conflit qui est très, très bien couvert. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu prépares un reportage? Oui, en fait, depuis que j'ai mes 2 petites filles, j'essaye de partir beaucoup moins longtemps. Donc, j'essaye de partir 15 jours maximum. Et donc, ça veut dire bien préparer en amont le reportage pour pas avoir de journée de perdu. Donc, déjà, le premier truc à faire, c'est trouver un fixeur. Donc, le fixeur, ça va être parfois, assez souvent un journaliste local, donc qui va aussi servir de traducteur, mais qui a un bon carnet d'adresses, qui est assez débrouillard et qui va permettre d'ouvrir des portes. Qui va te conduire, qui va t'amener un petit peu dans les endroits où tu n'aurais pas accès. Oui, franchement, un bon reportage, ça commence avec un bon fixeur. Et on le dit pas assez souvent, mais ils font une énorme partie du reportage. Et du coup, en Ukraine, là, j'imagine que les fixeurs sont ultra sollicités. Ça va être très dur d'en trouver. Alors, en Ukraine, c'était la super grosse galère parce qu'en fait, entre ceux qui avaient rejoint la défense territoriale, ceux qui étaient partis, ceux qui voulaient s'occuper de leur famille, évidemment, il n'y avait plus aucun fixeur. Donc, se sont retrouvés à jouer, ou plutôt à endosser le dossard de fixeur, des jeunes gens qui n'avaient rien à voir avec le schmilblick avant. Donc, par exemple, là, nos fixeurs qu'on a eu en Ukraine, il y avait un designer de website, une dessinatrice d'intérieur, enfin, rien à voir. Les deux étaient excellents, extrêmement motivés. Mais voilà, ils ont appris en quelques jours le métier de fixeur, à se débrouiller. Voilà, c'était, enfin, oui. Et les prix se sont pas envolés parce que ça, c'est souvent un problème aussi avec les fixeurs. C'est qu'en Irak ou dans certains pays, c'est très cher de se payer un bon fixeur. Ou alors, grâce à certains médias, peut-être que tu complètement. C'était, par exemple, à un moment à Mossoul, il y avait tellement peu de fixeurs et tellement de demandeurs, en fait, tout le monde qui était là, qui acceptait d'aller sur la ligne de front, que je crois que les fixeurs étaient montés à $600 par jour. Et en fait, je m'en rends pas compte. C'est le double de la normale? C'est quoi, à peu près? Ah non, en Irak, quelques années avant et quelques années après, on est plutôt sur du 150, $200. Ah oui, okay. Ah oui, donc ils se sont... Ah oui. Et encore, il fallait leur faire comprendre qu'on était de la presse écrite et pas pour des télés, parce qu'il y a des grandes chaînes comme CNN, Fox et tout ça. Qui peuvent mettre des moyens considérables. Qui montent à $1,000, $2,000 par jour, Enfin, voilà, il y a toute une équipe, il y a le preneur de son, le caméraman. Il y en a, quand ils se déplacent, ils ont presque des minibus parce que chaque photographe ou journaliste a son homme de sécurité qui vient des États-Unis ou d'autres pays, un ou deux fixeurs, un driver. Enfin, c'est complètement de la folie. C'est un autre niveau de journalisme. Il y a des équipes qui travaillent 24/24 avec eux. Voilà. Et juste, on parlait de la préparation. Est-ce que ça veut dire que tu rédiges des synopsis en amont? Tu arrives à vendre tes sujets comme ça aux rédactions? C'est la rédaction qui t'appelle parfois? Non, en fait, d'abord, souvent avec la journaliste, donc souvent avec Manon, on va essayer de trouver un sujet. Ce sujet nous paraît être tout à fait bien pour, disons, Paris Match ou le Figaro Magazine. On leur propose le sujet, ils nous disent « OK ».
À partir du moment où ils disent OK, ça veut dire qu'ils vont prendre en charge les frais de production. Et donc là, on trouve le fixeur. On fait toute la logistique, évidemment, les visas, les billets d'avion, tout ça. Et on essaye de mettre une ligne ou prendre une direction assez précise sur l'angle qu'on veut donner à notre sujet. Donc moi, j'essaye de me l'imaginer un peu en image. Et Manon, elle, va essayer de se l'imaginer un peu en mots, c'est-à-dire qu'elle va se dire, ce serait bien que je rencontre telle personne pour ce point de vue, telle autre personne. Et moi, dans ma tête, j'essaye aussi de m'imaginer des situations ou opportunités photographiques. Mais ça se passe jamais comme prévu sur des terrains comme ça. Bien évidemment, et heureusement. Ouais. Et parfois, c'est beaucoup mieux, et souvent, c'est beaucoup moins bien. Mais tu ramènes, comme dit Cyril. Ben oui, en fait, moi, je me laisse pas trop le choix, quoi. Il faut ramener, c'est sûr. Et puis, il y a pas beaucoup de magazines qui produisent en France. En vrai, il y a donc le Figaro Magazine, Paris Match, Géo, Elle et Marie-Claire. Et après, donc, on n'a pas trop le droit de se planter, en vrai. Et est-ce que tu pourrais nous donner un ordre de grandeur d'un budget peut-être pour la production d'un grand reportage comme tu en as déjà fait? On a du mal un peu à se positionner. Quel est le niveau d'investissement de ces magazines finalement dans la production de ces dossiers, de ces reportages? Par exemple, pour Géo, c'est ceux qui ont le moins de budget de production. Ouais. Il faut jamais dépasser 4 500 € pour les frais de production, c'est-à-dire produire le reportage pour 2. Inclus billets d'avion, fixeur, hôtel, voiture, taxi, driver, tout ça. Ça va très très vite. Et après, Marie-Claire, c'est encore pire. Et avec le Figaro Magazine et Paris Match, on va dire que c'est à peu près ça, mais sans les billets d'avion. Donc ça nous donne... Et sans votre rémunération à toi et à ton autrice. Bien sûr, là-dessus, je parle que des frais de production. Voilà. Après, il y a notre salaire qui va aussi dépendre de si, par exemple, Paris Match, il publie un 6 pages, un 8 pages ou un 10 pages, c'est pas tout à fait pareil. Okay. Et là, tu dis beaucoup « nous » quand tu réponds, puisque on a compris, avec l'introduction aussi, que tu bosses beaucoup avec Manon, entre autres. Comment ça se passe en binôme comme ça sur le terrain? Est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Est-ce que tu fais des reportages embedded, comme on dit? Et tu peux peut-être expliquer au passage ce que ça signifie. M'expliquer ce que ça veut dire embedded. Non? Comment ça se passe la plupart du temps? Alors, les reportages embedded, embarqués, en fait, ça se font souvent au sein de l'armée. Donc, c'est-à-dire que une armée décide de prendre 1 ou 2 ou 3 journalistes pour une certaine mission. Donc, il y a eu beaucoup de embedded avec l'armée américaine en Afghanistan, par exemple, où du coup, les journalistes pouvaient suivre des patrouilles des Américains parce que ça coûte pas cher, déjà, puisque quand on est embarqué avec l'armée, on dépense rien. Une certaine sécurité, puisqu'on dépend tout à fait des règles de sécurité de l'armée. Mais un point de vue imposé, du coup. Un point de vue imposé. Donc moi, je suis pas une grande adepte du tout des reportages embarqués avec l'armée, parce que je trouve qu'on manque tout à fait de liberté et qu'on ne voit qu'une partie de la guerre ou du point de vue, et que nous, notre boulot de journaliste, c'est justement d'aller de l'autre côté aussi. Quelle que soit l'armée, par exemple, si tu suis l'armée française en République centrafricaine à une époque, ou au Mali, ou les Américains en Irak ou en Afghanistan, c'est partout pareil, c'est cloisonné de la même manière? Non, les Français, je pense, sont les pires au niveau du cloisonnement. Alors moi, de toute façon, l'armée française, ça fait un petit moment que je n'y ai pas accès, parce que j'avais couvert une embuscade des talibans contre l'armée française en Afghanistan, qui avait malheureusement fait 10 morts, 10 soldats qui avaient été tués. Donc depuis... Sujet dans Paris Match, oui. À l'époque, il a beaucoup fait parler. Ouais. Donc depuis, je ne demande même pas d'être embarqué. Donc voilà, pour moi, en fait, c'est quand même plus intéressant quand on n'est justement pas embarqué forcément, ou être embarqué sur une petite période, mais après être libre de bouger pour avoir le contrepoint. Oui, tous les aspects d'un Exactement. Alors, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure. Bon, évidemment, quand on
pense photographie de guerre, en ce moment on pense à l'Ukraine, mais toi tu as à cœur d'essayer de mettre en lumière des conflits dont on ne parle pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche ? Ben oui, parce que en fait, je crois que pourquoi on fait ce métier, en tout cas pourquoi moi je fais ce métier, c'est parce que j'ai envie de faire découvrir au lecteur quelque chose de nouveau ou lui faire donner une interrogation. Donc par exemple, avec Manon, on l'a fait, on est allé faire la guerre des hommes flèches dans le Sud-Soudan qui se battent contre le LRA, Lord Royal Army, qui est un conflit qui dure depuis des années et des années et des années dans tout ce coin de l'Afrique et qui est affreux parce qu'en fait, des enfants sont enlevés et ont brainwashé et c'est eux-mêmes qui deviennent les soldats qui vont prendre les autres enfants victimes. Enfin bon voilà, et on n'en entendait pas parler parce que c'est compliqué, parce que c'est loin, parce que... Et je trouve que c'est important que ça fait partie de notre rôle, nous les journalistes, qu'on aille remettre la lumière sur ces conflits oubliés. Oui, puis il y a le Yémen aussi. Tu as été l'une des rares à produire des images très fortes. D'ailleurs, tes 2 récompenses à Visa qu'on a citées tout à l'heure en relation avec la couverture de ce conflit-là. Tu as aussi publié un livre, Yémen, la guerre qu'on nous cache, aux éditions Images Plurielles. Quelle est finalement l'importance de faire résonner tout ça auprès du grand public ? Ça paraît compliqué, on oublie vite, on passe d'une guerre à l'autre. Comment est-ce qu'on fait pour éveiller un petit peu les consciences ? Loin. Et ça paraît loin, bien sûr. Ouais, exactement. D'ailleurs, on l'a vu entre l'Afghanistan qui a été complètement oublié pour l'Ukraine. Après, bon, c'est normal que... Enfin, l'Ukraine, il fallait le couvrir, c'était important, c'était même indispensable. Mais c'est vrai que la tendance actuelle, c'est de zapper un conflit avec l'autre. Et donc, c'est à nous de nous battre pour y aller. Et c'est vrai que le Yémen, c'est pas tellement que c'était oublié, c'est juste que c'était tellement compliqué pour y aller, tellement compliqué que voilà, peu d'informations sortaient, peu d'images. Et voilà, déjà que bon, effectivement, comme vous dites, c'est loin, ça nous paraît très loin, donc ça nous touche pas vraiment. Donc si en plus nous on n'y va pas, voilà, c'est des condamnés pour le coup aux oubliettes. Alors il y a 2 semaines, on a reçu à ces micros confrère à toi, Patrick Chauvel, qui lui aussi est allé en Ukraine et qui nous a remonté son extrême agacement, si je puis dire, et les mots sont faibles, quant à la mauvaise manie de certains de vos confrères internationaux à faire un peu n'importe quoi sur le terrain, notamment avec les réseaux sociaux. Du coup, toi, comment tu gères tes réseaux sociaux ? Oui, je précise, il fustigeait surtout les tweets sur place sur les selfies. Ouais. Les selfies, les tweets sur des zones un petit peu sensibles qui pouvaient indiquer des coordonnées selon lui, qui pouvaient les mettre en danger. Oui, oui, quelque part, il a raison. C'est vrai qu'il y avait tellement de monde et qu'ils étaient tellement... que du coup, l'armée ukrainienne ne nous faisait pas du tout confiance à nous, les journalistes ou les photographes, en disant... Donc, ils nous mettaient des bâtons dans les roues tout le temps pour qu'on y ait accès, en disant, non, parce que, effectivement, il y en a qui ont déjà, par, effectivement, leurs selfies ou des tweets, révélé nos positions. Et donc, du coup, en fait, tout le monde est puni, puisque confiance en personne. Les réseaux sociaux, ça a vraiment changé notre manière de travailler. Mais en Ukraine, par exemple, ça a fait évoluer quelque chose. Donc, en fait, quand on a commencé à découvrir les premières exactions commises par les Russes, les premiers charniers, tout ça, à Boutcha, les premiers jours, moi, je sais qu'en allant sur la route, on voyait des corps calcinés partout, qui avaient essayé de s'échapper. Il y en avait certains qui avaient encore la moitié du corps dans la voiture, l'autre corps à l'extérieur de la voiture. Et il y en avait partout. Et donc, moi, j'ai envoyé quelques photos. J'ai essayé de faire des photos qui étaient pas trop, juste de main, de détails pour pas montrer de mort, parce que c'était un peu ça, la déontologie adoptée par tous, de pas montrer de mort, de pas publier de photos de mort. Et finalement, au fur et à mesure que les photos ont été de toute façon publiées sur les réseaux sociaux, les journaux et les magazines
ont repoussé cette limite qu'ils s'étaient imposée. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à montrer des morts, des corps, qu'il y a finalement pas si longtemps, 4 semaines, 5 semaines. Pourtant, il peut y avoir parfois une censure sur Instagram notamment. Je crois que tu en as été l'objet, non ? Il y a écrit contenu sensible des fois. Sur certaines de tes images, c'est précisé. Il faut cliquer pour voir. Oui, il y a écrit, mais il y a eu des censures par le passé. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Oui, il y a eu des censures. Moi, j'ai eu des censures au début de la prise de l'Afghanistan par les talibans. Donc, j'ai publié quelques photos des talibans et mes photos ont été censurées pour cause d'apologie au terrorisme. Et en fait, ils ont assez vite réglé la chose, mais j'ai eu d'autres. À un moment, ils ont complètement censuré les photos des talibans. Puis ils ont compris et ça nous a arrêté. Ils ont après commencé à censurer, c'est vrai, quelques photos qui étaient trop réalistiques ou trop trash. Puis ils ont arrêté aussi. Effectivement, maintenant, ils mettent un petit contenu sensible et il faut mettre son doigt pour voir la photo. Mais c'est bien, je trouve. Alors, transition parfaite, on parle d'Afghanistan maintenant. Donc, tu ne cesses de retourner dans ce pays depuis ton premier voyage là-bas, il y a 18 ans. Nos auditeurs, d'ailleurs, connaissent peut-être déjà la série Kabul Kitchen, petit bijou diffusé sur Canal+, qui met en scène un patron de restaurant qui rencontre toutes les difficultés du monde avec sa clientèle expatriée, les autorités locales et ses équipes, comme on peut l'entendre dans ce court extrait. Ça rapporte ton Kabul Kitchen? Est-ce que tenir un restaurant avec piscine, cocktail et filles en maillot de bain dans le pays le plus musulman au monde, c'est quoi? C'est tout repos? On partage les bénéfices, il serait quand même temps qu'on partage les emmerdes. Ok. Monsieur Jackie, c'est à propos de la palissade. Elle est en très bon état, cette palissade. Très solide, cette palissade. Vous voulez quelque chose? Je suis Sophie. Ta fille. Évidemment, c'est pas un hasard si on parle de Kabul Kitchen. Ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, par contre, c'est que tu as travaillé comme serveuse dans un restaurant qui s'appelle l'Atmosphère et qui a inspiré cette série. Restaurant qui est tenu par le charismatique Marc Victor. Quel souvenir tu gardes de cette période? En fait, je pars en Afghanistan pour la première fois et dans l'avion, je me prends une espèce de crise de panique où je me dis mais qu'est-ce que je vais foutre en Afghanistan? Je sais même pas s'ils parlent le persan ou l'arabe, je connais rien et tout ça. Et là-dessus, je tombe sur une fille toulousaine comme moi qui me dit écoute, moi mon oncle vient de monter un restaurant français à Kaboul, je vais l'aider. Et là, je me dis, non, mais elle, je vais plus la lâcher. Et donc, en fait, j'arrive à Kaboul et je vais aller sonner, je suis allée frapper à la porte de l'Atmosphère. Et c'est Marc Victor qui m'a ouvert et qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et je dis, en fait, voilà, je suis photographe, je viens d'arriver à Kaboul, je suis complètement perdue. Et il me dit, ok, je t'offre le gîte et le couvert et en échange, tu nous aides avec le resto, tu seras serveuse. J'ai dit ok. Et là-bas, tu croises évidemment tous les expats et les grands reporters qui viennent se restaurer, se rafraîchir dans le restaurant et tu t'invites un peu à leur table, non? Si on peut dire. Ah oui, pour moi, c'était génial comme endroit parce qu'effectivement, j'ai pu faire des rencontres, des journalistes avec qui j'ai travaillé, d'autres que j'ai côtoyés, certains qui m'ont pris sous leur aile. Enfin bon, c'était vraiment... ça m'a bien mis le fil... Non, pas le fil. Qu'est-ce qu'on dit? Le pied à la pâte? Non, qu'est-ce qu'on dit? Le pied à l'étrier. Ouais. Voilà. Évidemment, ça m'a bien mis le pied à l'étrier. Bon, et finalement, est-ce qu'il n'est pas plus simple de travailler dans certaines régions du monde en tant que femme? Évidemment, je me tue à le dire, le statut de femme, et je précise occidentale, journaliste en Afghanistan, c'est hyper pratique. Déjà... Ça paraît pas comme ça, hein. Mais en vrai, si. Déjà, en plus... Et encore plus maintenant, d'ailleurs, du coup. Encore plus... oui. Enfin bon, non, avec le retour de... Peut-être pas, mais en tout cas, à l'époque, déjà, on pouvait se cacher sous une burqa pour aller d'un point A à un point B. Donc, personne ne savait qu'il y avait des étrangères qui étaient cachées là-dessous. Donc, une liberté totale. On devenait invisible. De deux, on a accès aux femmes, ce qui est quand même important, la moitié de l'humanité.
Et 2-3, de la part des hommes, je pense qu'on a une certaine bienveillance, qu'on n'est jamais menaçante, on fait pas peur. On est un peu ce troisième sexe, en fait. On n'est pas les femmes telles qu'ils les connaissent, on n'est pas les hommes non plus. On est un peu ce troisième sexe, un peu hallucinant, qui les fait un peu rigoler, mais surtout qui leur fait pas peur. Ouais, enfin bon, quand tu te retrouves au milieu des talibans, en tant que femme, dans les burqa, tu prends des photos. Comment ça se passe? Même les talibans qui voient une femme étrangère comme ça, les prendre en photo? Eh ben, assez bizarrement, dès le début, je crois que les talibans nous ont vus comme des photojournalistes ou des journalistes avant des femmes. Comme disait Cyril Drouet, d'ailleurs. Exactement. Et donc, et en plus, juste, voilà, pour les petits jeunes talibans, franchement, je crois que ça les faisait marrer de voir des filles avec des appareils photo. Enfin, voilà, ça faisait un peu le petit truc pour la journée, voire pour le mois qu'ils pouvaient raconter à leurs potes. D'ailleurs, tu es récemment reparti sur les traces d'un taliban aux yeux verts dont tu avais pris la photo en 2006 avec la journaliste et autrice, je sais jamais comment on dit, Léna Mogé pour le magazine 21. Le reportage La vie en rose retrace votre périple et tout part d'un simple coussin, comme l'explique Léna. C'est une histoire qui part d'un coussin. Ce coussin, c'est le doudou de la fille de Véro. Et sur la housse, Véro a imprimé l'une de ses photos, un taliban aux yeux verts avec un turban et un lance-roquette. Ce coussin, je l'ai toujours vu chez elle, et je lui ai jamais demandé pourquoi elle avait mis un taliban dans le lit de sa fille. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, en 2019, je lui dis, mais au fait, c'est qui ce combattant? Là, elle me raconte qu'elle l'a rencontré quand elle vivait en Afghanistan. En 2006, c'était sa première rencontre avec l'ennemi. Ensuite, il a été déclaré pour mort après une embuscade de l'armée américaine. Et je dis, tiens, ça ferait peut-être une bonne histoire, tu vois, en partant sur ces traces. En Afghanistan, on pourrait raconter 15 ans de guerre. Et nous voilà partis. Et là, sur le terrain, j'ai compris quelque chose de notre métier, en particulier du métier de photographe. On est dans une voiture, sous des burqas, on roule vers le sud de Kaboul. Et tout d'un coup, là, vous oubliez tout, votre routine, votre maison, votre famille. Il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est l'histoire, et c'est l'histoire des autres. Et là, notre obsession, en particulier celle de Véronique, c'est de savoir si elle va retrouver ce combattant, ce qu'il est devenu, et si jamais elle arrive à le voir dans son village, s'il va la reconnaître. En revanche, il y a une question qui reste en suspens, c'est pourquoi imprimer un taliban sur un coussin? Véro, je te laisse répondre. On t'écoute. Ah, c'est vache comme question. C'est très vache. Ouais, c'est super vache. Eh ben, je sais pas. En fait, ce taliban, il a été, pour moi, il a été hyper important dans ma carrière. Parce que déjà, en fait, je m'étais retrouvée en 2005 dans un attentat qui avait été commis par des talibans. Et c'était la première fois de ma vie, en fait, que quelqu'un que j'avais frôlé la mort d'aussi près, mais surtout intentionnel. Et du coup, je sais pas si c'était un PTSD ou quoi, mais je me suis juste dit, mais pourquoi il y a des hommes qui sont prêts à mourir et à tuer pour une idéologie, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai voulu rencontrer des talibans absolument. Et en 2006, c'est lui que je rencontre pour la première fois. Et il casse tous les clichés que j'avais en tête sur les talibans. Quand on les a rencontrés la première fois, on avait super peur. On s'est dit, non, mais quand on va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être nous tuer. Enfin, voilà. Et en fait, on arrive, et il y a lui, là, avec ses yeux verts, qui ressemble pas du tout, justement, au cliché du taliban. Il a l'air tout timide, tout émoustillé. Limite, il rougit un peu quand il nous voit. Et sa photo fait la couverture, c'est ma première couverture d'un magazine de Newsweek, justement parce que je crois qu'elle casse les clichés. Et donc, je crois que j'ai mis, sans y penser vraiment, cette photo sur les coussins, parce que pour moi, elle voulait dire beaucoup. Et je crois une petite anecdote qui est liée à Britney Spears, non? Quand on parle de casser les codes. Oui, en fait, c'est vrai que être sous la burqa, c'est très pratique, mais c'est quand même un petit peu chiant. Parce qu'il fait chaud, parce qu'on voit pas, parce qu'on étouffe, parce qu'on respire son haleine. Et donc, on avait trouvé
l'iPod, on mettait l'iPod avec Britney Spears à fond sous la burqa et ça passait beaucoup plus vite et en même temps c'était un petit doigt d'honneur à ceux qui nous obligeaient à mettre ce vêtement. Et ta photo donc de cet Afghan aux yeux verts n'est pas peut-être aussi iconique que celle de McCurry et de la fameuse Afghane aux yeux verts qu'il a retrouvée des années plus tard. Néanmoins, elle a été reprise a priori par des artistes afghans sur place et détournée. Tu as eu écho de ça ? Oui, en fait, une fois, en me baladant dans Kaboul, je vois sur une palissade anti-bombardement le portrait de cet Afghan aux yeux verts, mais à la place de son lance-roquette sur l'épaule, il a des crayons de couleur. Et en fait, j'ai halluciné, j'étais là, mais c'est ma photo, c'est dingue et tout. Et oui, en fait, malgré lui, il était devenu un symbole de paix. Et quand finalement on l'a retrouvé avec Léna et qu'on lui a montré son portrait en énorme dans Kaboul, il a complètement halluciné. En parlant de ce coussin, il est question de ta famille, il est question d'une de tes filles. Dans son témoignage, Léna dit que vous oubliez presque tout quand vous êtes sur le terrain. Vous oubliez la famille, mais tu restes quand même une mère de famille. Tu es à la fois donc reporter, mère de famille. Comment tu arrives à endosser ces deux rôles ? En fait, c'est assez bizarre, mais à partir du moment où je monte dans l'avion, j'ai l'impression que j'enfile ma combinaison de reporter et au retour, quand je monte dans l'avion, j'enlève cette combinaison et je mets ma combinaison de maman. Et c'est vrai que on n'oublie pas vraiment sa famille, mais elle passe vraiment en second plan. Après, j'avoue, j'ai une très très bonne équipe derrière moi qui me permet de faire ce métier. D'ailleurs, je les remercie, c'est Benoît, leur père, et William, mon compagnon, qui en prend soin aussi. Mais enfin, excuse-moi d'insister encore un peu là-dessus. Je veux dire, quand on t'écoute, c'est passionnant, mais on se dit, mais tu dis quand tu montes dans l'avion, tu oublies une partie de toi pour faire ton travail, mais tu te dis pas, c'est la dernière fois là que je monte dans l'avion, parce que ça finira par mal finir ? Non, je me dis jamais ça. Non, j'ai jamais une peur comme ça, paralysante. Moi, j'ai de temps en temps peur quand même, mais c'est plutôt une bonne alliée, la peur, je trouve. Elle me permet d'être beaucoup plus attentive, plus rapide, plus vive aussi. Mais je sais pas, je suis peut-être très fataliste. C'est beaucoup plus facile, peut-être que c'est dû à mes années en Afghanistan, mais j'ai l'impression que quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Alors, le métier de photojournaliste, c'est pas qu'à l'étranger, évidemment, ça peut se pratiquer aussi chez nous, ici, en France. Souvenez-vous, d'ailleurs, le 15 avril 2019, un incendie assez incroyable ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris, comme on l'entend sur cet extrait diffusé sur la chaîne YouTube Imineo. Je vois la flèche commencer à osciller. Et je vois la flèche tomber. C'est un spectacle que je ne souhaite à personne, tout au moins à aucun acteur, quand on voit sa cathédrale partir ainsi en fumée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as photographié cet événement et que la photo que tu as prise a fait la une du New York Times, si je dis pas de bêtises. Coup de bol ? Énorme coup de bol. En fait, mon agence m'appelle, mais j'avais décidé à ce moment-là que quand vraiment j'étais à la maison, j'étais avec mes filles. Et que donc je regardais pas mon téléphone le temps du dîner jusqu'à ce qu'elles se couchent. Elle se couche, je regarde mon téléphone et j'ai 20 000 messages de mon agent. Qu'est-ce que tu fais, machin, truc. Notre-Dame est en feu. Je me dis, mince. Je me dis, bon, mais ça doit être fini de toute façon. Bon, je vais quand même aller voir. Et en fait, je me souvenais que j'avais eu une date Tinder peu de temps avant qui m'avait dit, en haut, sur mon toit, c'est la plus belle vue de la cathédrale. J'avais pas vu. Je me dis, bon, ben, tant pis. Donc, j'appelle. Il me dit, ouais, vas-y, viens et tout. Je monte sur son toit. Et effectivement, j'ai une vue énorme et, pour le coup, assez singulière de la cathédrale en feu. Donc, je prends mes quelques photos, j'envoie et je rentre chez moi.
Oui, ça rappelle ce qu'ont fait Nash Tway ou McCurry lors du septembre 2001 à New York. C'est pareil, ils se trouvaient sur place, ils ont pris leurs appareils, ils ont foncé, quoi. Et ça veut dire que finalement, tu te déconnectes jamais, quoi. Même quand tu es en France, tu es prête à aller sur le terrain. D'ailleurs, pendant les épisodes des Gilets jaunes, pendant la Covid-19, c'est pareil. T'es allé au front, quoi. Bah oui, c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas besoin de beaucoup voyager pour couvrir des actualités hyper importantes. Mais qu'est-ce que ça change de le faire chez soi ? Déjà, travailler en France, franchement, c'est horrible. On avait entendu ton témoignage ici. Hein. Ouais. Tu mâchais pas tes mots. Mon coup de gueule. Ah ouais, c'était un vrai coup de gueule, c'était puissant. Non, travailler en France, c'est très très compliqué. Il y a vraiment une confusion du journalisme et de la communication. Moi, franchement, j'ai détesté travailler en France. Les gens n'aiment pas les médias, les gens ont peur des médias, les gens se méfient des médias. Ils mettent tout le monde dans le même sac. On est déjà des ennemis de tout le monde, du particulier comme des institutions. C'est super lourd. Franchement, bizarrement, c'est beaucoup plus facile de travailler en Afghanistan qu'en France. C'est vrai que ça paraît paradoxal, dit comme ça. Je te propose là, c'est qu'on passe à la dernière partie de notre discussion, une partie très importante, évidemment, de ton travail de photographe. C'est évidemment ta technique qui te permet de ramener la bonne image, de ramener tes histoires, comme en témoigne Romain Lacroix, qui est le rédacteur en chef adjoint du service photo à Paris Match. Véronique de Vigry, je l'ai connue alors que je m'occupais des présélections pour la bourse Lagardère des jeunes talents photographes. Voilà, j'en avais sélectionné 5 dont elle faisait partie. J'étais très admiratif de son travail sur les zones de guerre. Ses parutions pour Newsweek. Du coup, je l'ai très vite contacté. Je travaillais à Paris Match à ce moment-là, et on a mis sur pied pas mal de sujets, parfois assez périlleux. L'Afghanistan, beaucoup. On a fait beaucoup de sujets en Afghanistan. Elle partait avec Manon Querouille. Et puis on a gambergé pas mal de sujets, pas toujours pour moi d'ailleurs, et certains sont partis à la concurrence. Je pense à la Somalie, les pirates en Somalie. D'autres évidemment ont fait de très belles pages dans Paris Match, les pirates au Nigeria, et pour Grazia, pour lequel j'ai travaillé également. Je me rappelle qu'on avait mis sur pied un sujet, on se posait la question de savoir qui étaient ces jeunes femmes qui rentraient dans les ordres. Elle m'avait fait toutes les deux un très beau sujet, voilà. Véronique de Vigry, c'est ça, c'est un œil, une vision des choses. Je suis très admiratif de son travail, de sa façon de voir et d'appréhender les sujets, et de cette capacité à toujours ramener de bonnes images. Voilà, Véronique, c'est, j'espère, une grande histoire professionnelle et d'amitié. Voilà. Dis donc, il a une voix incroyable, ce Romain. Il faudrait qu'il fasse de la radio. En plus, il est très beau. Oh, dis donc. Le message est passé. De la télé, alors. On peut revenir un peu sur le sujet de cette discussion. Véronique, quand tu es sur le terrain, quand tu es derrière ton viseur, est-ce que tu sais à ce moment-là que tu vas ramener la bonne image, ou finalement tu t'en rends compte après? Parfois on le sait. Parfois on sait que quand on a cliqué et que justement il y a eu le petit rideau noir qui est apparu, c'était exactement là où il fallait. Parfois il faut un peu plus chercher, mais les fois où on le sait, c'est quelque chose, c'est un moment, c'est magique. C'est magique. Manon, au début de l'émission, elle disait qu'il y avait une grande part d'instinct, un peu de chance, un peu qui sourit à tous les audacieux. Comment tu définirais ta patte, s'il y en a une? C'est toujours un peu compliqué de parler de ses propres photos. Non, franchement, je sais pas. Ou tu situerais comment? Parce que par exemple, il y a des écoles, il y a Van der Stock, t'as été influencé par Salgado, pourtant tu fais plutôt de la couleur. Oui, pour moi, la couleur, c'est justement une discussion que j'avais eue avec Romain Lacroix. Et en fait, c'est vrai que le photojournalisme, c'est de ramener le plus d'informations possible dans une image. Et je trouve que d'enlever la couleur, alors qu'on voit en couleur, pour l'esthétisme, c'est contre le journalisme, c'est contre
À contre-informatif, tu veux dire. Ouais, D'ailleurs, exactement. Salgado avait un petit peu souffert de ces critiques-là sur son boulot. La plupart Après, du il temps. a Trop commencé en esthétisé. noir et blanc, donc c'est voilà. Mais on a souvent ces discussions. Est-ce que vous rendez pas la guerre trop esthétique et tout ça? Bon, je trouve qu'il vaut mieux revenir avec des photos fortes, des photos puissantes, les photos qui donnent de l'émotion. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que d'enlever exprès la couleur pour l'esthétisation, c'est pas... Enfin, pour l'esthétique, c'est pas... Enfin, moi, je trouve pas ça bien. Et quant au choix de tes outils sur le terrain, donc tu as choisi de bosser avec des Lumix S, entre autres, tu as des Leica aussi. Pourquoi tu choisis ce matos-là? Quels sont les critères les plus importants à tes yeux? Je cite juste Don McCullin qui disait qu'un appareil photo, c'est comme une brosse à dents, il faut pas avoir peur de l'abîmer. Donc ça te parle, ça, un peu? Ah oui, bah moi, c'est clair que j'abîme énormément mes appareils photo. Donc il faut qu'ils soient solides, qu'ils puissent prendre quelques gouttes de pluie, qu'ils puissent aller dans de la poussière, qu'ils puissent tomber au moins quelques fois sans se casser. Ensuite, moi, je veux que ça marche à chaque fois, en fait. Je veux pas que la technique me laisse tomber parce que je pense à mon cadre, je pense aux gens que je suis en train de photographier, tu vois, et j'ai pas envie d'avoir à penser à est-ce que mon appareil photo va bien marcher, est-ce que si, est-ce que ça. Voilà, c'est ça que je demande, c'est de pouvoir être sûr à 100%. Et donc, j'ai un Leica Q2, effectivement, qui est justement avec un objectif fixe. Donc, j'ai pas à le changer. Je sais que c'est toujours un 28 mm. Je sais exactement où est-ce qu'il faut que je me mette. Ça va pas prendre la poussière. C'est solide, c'est en fer. Voilà, c'est bien. Et après, avec mes Lumix S1R et S5, et ben, c'est pareil. J'ai pas, ça va vite. Ça fait l'autofocus hyper vite. Je peux mettre mes objectifs que j'aime dessus. En fait, c'est tout ce que je leur demande. Et tu utilises quoi comme optique? C'est plutôt du grand angle, des focales fixes, des zooms? Qu'est-ce qu'il y a dans ton fourre-tout? Moi, j'ai que des focales fixes. Donc, j'ai le 28 mm du Q2. Après, j'ai un 24, un 50 et un 85. Et normalement, j'utilise vraiment du grand angle. Moi, j'aime bien être près des gens parce que comme je veux essayer... Enfin, comme mon but, c'est quand même que le lecteur se sente impliqué, se sente proche, je trouve qu'il faut déjà le faire physiquement sur place, sur le terrain. Il y a un aspect aussi important, et tu utilises des Lumix S qui sont pas mal pourvus de ce côté-là, c'est la vidéo. Est-ce qu'il y a de plus en plus de commandes dans ce sens-là ou pas vraiment? Et comment tu l'abordes, cet aspect-là? Oui, il y a de plus en plus de magazines qui nous demandent aussi de faire des petites vidéos pour mettre sur soit sur les réseaux, soit sur leur sur les coulisses alors sur plutôt. Leur site web. Alors sur les coulisses ou des moments qui s'y prêtent particulièrement dans des reportages. Qu'il y a des moments dans des reportages où il peut y avoir des chants, des bruits qui sont hyper importants et tout. Au début, j'avais un peu de mal parce que j'avais pas envie. Enfin voilà, on me disait non mais c'est pas grave, t'as pas besoin de faire du National Geo ou du BBC. Non, comment il s'appelle celui qui a fait le truc avec le dinosaure là. Spielberg. Ouais. On nous avait dit non mais on te demande pas de faire du Spielberg, fais juste un petit truc. Et moi j'ai un peu de mal à faire un truc juste pour faire un petit truc. Enfin, ça me plaît pas de faire un truc que j'aime pas ou je trouve qui est pas super. Donc, maintenant, j'ai commencé un peu à apprendre et je peux faire des trucs dont je suis un peu plus contente, donc ça m'embête moins. Mais par contre, en fait, ça demande quand même du temps. Donc ça, j'aimerais bien que les magazines, ils comprennent que on n'a pas envie de faire un truc tout nul, mais que donc il faut quand même nous donner du temps pour qu'on fasse un truc dont on soit quand même un peu content et ça prend du temps. Bon là évidemment on parle de matériel de prise de vue, mais j'imagine qu'il y a pas que ça dans ton sac quand t'es sur le terrain. T'as évoqué tout à l'heure du matériel de protection, un gilet pare-balles, un casque. Est-ce que t'es armé, tiens par exemple, est-ce que t'as une arme sur toi quand t'es sur le terrain pour te défendre? Autre que mes appareils photo, rien du tout, non. Surtout à ne pas mélanger les genres. Voilà, nous on est vraiment photographes. Non, j'ai un calepin avec un petit stylo pour mettre mes légendes photos, donc qui est sur la photo, qui je viens de prendre, ou qu'est-ce qui se passe, voilà. J'ai toujours un petit poncho de pluie au cas où, au moins pour protéger mes appareils photos si tout d'un coup il se met à pleuvoir des cordes.
une casquette et, depuis un peu plus récemment, un couteau suisse que m'a offert mon frère parce que souvent, il m'est arrivé d'avoir des problèmes, notamment pour ouvrir des bouteilles, par exemple. D'accord. Ouvrir des boîtes, ouais, ça peut Ou être des utile. boîtes de conserve, voilà. Et tu parlais tout à l'heure des formations RSF. Est-ce que toi-même, tu suis des formations ou tu as suivi des formations pour savoir derrière quel type de mur se protéger, etc. Oui, il y a quelques années, j'étais partie faire un reportage sur les Rohingyas au Bangladesh et j'avais dû faire, comme c'était pour une ONG, j'avais dû faire comment ils appellent ça, un training in hot zone ou quelque chose comme ça. Wow. Et donc j'avais appris les premiers secours. Ça, j'avoue, ça m'a pas été utile encore, mais ça pourrait l'être. Même avec des enfants, par exemple, un enfant qui s'étouffe avec, je sais pas, un petit pois, je peux faire. Que tu sois en Afghanistan ou finalement dans le 11e arrondissement de Paris. Tout à fait, voilà. Exactement. Et puis ça apprend effectivement des trucs de base qu'on sait un peu intuitivement, mais pourquoi pas, quelle est la meilleure place, où se mettre dans une voiture, où ça craint le moins, des trucs évidents comme évidemment ne pas prendre à l'aller et au retour le même chemin, ne jamais dire où on va à trop de personnes non plus, c'est pas la peine de travailler en comité d'accueil, enfin voilà, des petites choses, certaines logiques et certaines, c'est bon de le savoir. Et casque et gilet pare-balles, par contre, c'est des indispensables ? Non, absolument pas. Moi, c'est pour ça que j'en ai pas d'ailleurs, que j'ai dû faire appel à RSF en urgence pour aller en Ukraine. Mais sinon, à part normalement dans les reportages embarqués, où les armées nous obligent en fait à avoir ce matériel de protection, moi je m'en sers jamais. Et la post-prod ? Maintenant qu'on a parlé un peu de la technique sur le terrain, la post-prod, c'est un sujet très important aussi dans un travail photographique. Comment toi, tu gères ta post-production ? C'est toi qui fais ou tu fais faire ? Non, c'est moi qui fais. Et alors moi, je suis restée sur un truc d'éthique qu'on m'a toujours dit, je pense que c'est pas mal, c'est-à-dire que je fais tout ce qui peut être fait en chambre noire. Donc, je peux travailler les contrastes, je peux éventuellement assombrir quelques parties de la photo, en éclaircir d'autres, recadrer. Et puis, c'est à peu près tout, il me semble. Et personnellement, je pense que c'est un peu pareil que la technique, c'est pas... voilà, j'ai compris que ce qu'on prenait avec une photo RAW, c'était une photo non développée, donc c'est important de la développer, mais ça s'arrête là. Et on entendait donc Jean-François Leroy parler de ton editing, laborieux selon ses mots, mais bon, il taquinait un petit peu. C'est souvent important aussi d'avoir un œil extérieur. Est-ce que parfois tu as le temps de montrer tes images, par exemple à Manon sur le terrain avant de les envoyer, de faire l'editing à deux ? Oui, je le montre souvent à Manon avant de les envoyer. S'il faut, si j'ai vraiment un doute, je peux aussi les montrer à William, qui est photographe, qui est mon compagnon. Et sinon, en fait, à Paris Match, ils m'ont tout à fait clairement dit, genre, balance tout parce qu'on en a marre d'aller devoir rechercher des photos dans ton nom d'editing. Donc, je n'hésite pas à leur envoyer, tant pis, 200, 300 photos et ils font leur marché dedans. Bon, écoute, on va terminer là-dessus. Merci Véronique, c'est passionnant. Évidemment, on pourrait rester des heures à discuter avec toi, mais le chrono tourne et on doit passer à la suite de cette émission. Nous sommes toujours avec la photographe Véronique de Viguerie pour une grande émission au coin du feu. Cette semaine, exceptionnellement, pas de débrief. Ça aurait pas beaucoup de sens d'essayer de résumer, n'est-ce pas Benjamin, la discussion qu'on vient d'avoir avec Véronique. Par contre, on a une petite surprise pour toi. Nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et il s'avère que tu as un certain nombre de messages. Tu pars trop. En absence. On te propose évidemment de les écouter. Vous avez 10 nouveaux messages. Ouais, salut Véro, j'espère que tu vas bien. Écoute, en fait, je me demandais si, je sais pas si tu te souviens, ton petit chaloir camise rose bonbon avec la collerette blanche que t'avais mis quand on était partis ensemble à Razny. Je me demandais si tu l'avais gardé pour la petite fête qu'on fait ce week-end. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Salut Jean-Véro, comment ça va ? Bah, y a un truc dans ton sac. Mais c'est une souris.
Oh là là, tu vas devoir laver tes fringues. Écoute, je te passe ce merveilleux petit jacquard que j'ai apporté spécialement pour toi. Et surtout, les chaussures du dentiste. Je te les donne. Tu te souviens de ces horreurs que j'avais cachées derrière le placard? Eh bien, elles sont pour toi. Allez, des bises. Ouais, coucou Véro, c'est moi. Juste pour te rappeler, que ton premier passeport est dans la poche avant de ton sac photo, que ton deuxième passeport est dans la poche intérieure de ton sac photo et que ton téléphone, il est accroché autour de ton cou. Bisous. Coucou Véro, c'est Benoît, ton frère. Dis-moi, mes souvenirs m'ont ramené quelques années en arrière quand je venais d'être diplômé. Pas forcément envie de me lancer immédiatement sur le marché du travail. Et donc je t'avais contacté pour savoir si je pouvais venir partager ton quotidien pendant quelques temps. Ton quotidien à l'époque, c'était une colocation dans une maison en Angleterre, à Lincoln, donc à 2 heures au nord de Londres. Et tu as dit OK, voilà. Donc je suis venu. Finalement, ça a duré 3 mois. Pendant ces 3 mois, donc j'ai pu vivre avec toi. Ton métier à ce moment-là, c'était photographe pour le Lincolnshire Echo, donc un journal local. Tu photographiais des portraits, des équipes, des équipes sportives, voilà, et tous les faits divers du coin. De mon côté, j'avais réussi à trouver un petit boulot au sein du même journal pour insérer des prospectus dans les journaux, voilà, au sous-sol. Et une fois que ma journée était terminée, je montais à ton étage où tu étais un peu là. Tout le monde te connaissait, parce que française évidemment, pas très discrète aussi. Tu donnais quelques sueurs froides à ton chef avec ta conduite à l'anglaise un peu hasardeuse, voilà, je m'en souviens. Il n'empêche que ce journal-là, un jour, a décidé d'envoyer un photographe pendant 1 semaine en Afghanistan, et ce photographe, c'était toi. Ça a été cette découverte d'un pays, ce coup de cœur pour ce pays, et la confirmation que c'était le métier que tu voulais faire, photoreporter. Sur le trajet du retour, on n'a pas dû beaucoup parler. Quand tu m'as ramené à l'aéroport, je pense avec beaucoup de pudeur, on ne s'est pas dit grand-chose. Et finalement, dès que tu as eu le dos tourné et que tu es reparti, j'ai fondu en larmes. Je crois que de ton côté, tu as pleuré aussi une bonne partie du trajet. Voilà, j'en garde un très bon souvenir d'une rencontre entre un frère et une sœur qui sont devenus adultes. Voilà, c'était il y a presque 20 ans. Bon, je t'embrasse. À bientôt. Coucou Véro, c'est Léna. Je viens de trouver un chargeur d'ordi à la maison, je pense que c'est le tien. Et il y a aussi ton pyjama. Je t'embrasse, ciao. C'est encore moi. En fait, il y avait les lunettes d'Ella dans la chambre des enfants dans un petit étui rose. Ciao. Bon, je crois que tu peux faire demi-tour, je viens de tomber sur tes clés. Mais je suis ravie de te revoir, hein. Je t'attends pour l'apéro avec les filles. Bisous. Ouais, Véro, c'est William. Écoute, j'espère que ça va. Je voulais juste te passer un petit message pour savoir où tu en étais avec les billets. Tu sais, les 6 billets que tu as achetés pour aller faire du kitesurf en Égypte. Tu as acheté 3 fois 2 billets pour nous deux, pour qu'on aille faire du kitesurf l'année dernière en Égypte. Bon, c'est vrai que les ordinateurs, c'est pas trop ton truc, mais bon, tu t'es quand même bien planté là-dessus. Je voulais juste savoir où tu en étais sur les remboursements. C'est vrai qu'on avait pas mal de place dans l'avion. C'était plutôt agréable, mais bon, ça nous a coûté un petit peu bonbon, donc tiens-moi au courant, je t'embrasse, ciao. Ouais, coucou Véro, c'est Sandra. Écoute, je rentre tout juste d'Afghanistan et j'ai une petite pensée pour toi en fait. Et je repensais à la dernière fois qu'on y était, il y a quelques mois, et je pensais surtout à Polo, voilà. Et je me disais que là où il était, il devait être bien vert de ne pas avoir pu partir en Ukraine. Voilà, ça me faisait penser à ça. J'espère que tu vas bien. À très vite, je t'embrasse. Hello Vero, how are you? I hope you're fine. Are you okay? You told me I come to Kabul. I'm in Kabul now. I'm free. I'm waiting for you. You can come every time in here. Welcome. I'm waiting for you. See you soon. Suivant, dièse, effacer, 3, rappeler, 5, réécouter, 1, archiver, 2. Je suis super émue.
Bon, on a entendu dans l'ordre les voix de Claire Billet, réalisatrice de documentaires, Éric Delavarenne, journaliste correspondant d'Arte dans les Balkans, Manon Kérouy-Brunel, que l'on a déjà entendu à l'émission, grand reporter à Paris Match, Benoît de Viguerie, ton frère, Léna Moget, journaliste et auteur, William Daniels, photographe, Sandra Caligaro, photographe et réalisatrice, et Hamid, le fameux fixeur en Afghanistan dont on a parlé, Exactement. qui mériterait une émission entière aussi. Ah oui. Bon voilà, c'est une petite séquence pour toi. Hein. Donc c'est tant mieux si ça te... Trop mignon. Si. C'est super. Mais comment vous avez fait pour contacter tous ces gens? Ah ben on dévoile pas nos sources. Hein. Ça, c'est la magie de Benjamin Favier, ça. Faire parler mon frère, ça a dû être une galère. Oh non, ça n'a pas été galère du tout. Ah oui? Mais merci. Oh là là, j'en prends plein la face. Allez, on passe à la suite. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Véronique, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Véronique, as-tu bien compris la consigne? Ouais, je suis prête. Première question qui nous vient d'une demoiselle qui s'appelle Jeanne. Jeanne se demande, est-ce que au cours de ta carrière, tu as déjà été forcée de prendre les armes et de tirer pour te défendre? Non. J'ai jamais été forcée, mais j'ai déjà pris les armes, mais pour tirer en l'air, voilà. Pour rigoler. Et si nécessité faisait loi, tu le ferais? Franchement, il faudrait qu'il y ait personne d'autre que moi. Personne d'autre. Si je suis la seule personne à pouvoir faire quelque chose, peut-être que je lâche mon habit de photojournaliste et je deviens juste un être humain comme les autres. Ou est-ce que ça peut t'arriver aussi sur le terrain de venir en aide à des gens que tu vois en détresse, par exemple, pour traverser un pont, pour, je sais pas moi, leur venir en secours? Ça dépend, mais on est des êtres humains avant tout. Donc après, il faut quand même pouvoir se lever le matin et pouvoir se regarder dans la glace. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Jean. Si l'occasion vous en était donnée, est-ce que vous accepteriez d'aller tirer le portrait de Poutine? Et si oui, quel type d'image penseriez-vous pouvoir réaliser? Oui, si l'occasion m'était donnée, définitivement, c'est clair, j'irais prendre le portrait de Poutine. Après, à moi de faire en sorte que ce portrait ressemble à ce que je pense de lui. Donc, j'essaierais de faire un portrait où il a l'air mesquin, où il fait peur, un portrait qui ne serait pas à son avantage. Photographe à l'Élysée, tu pourrais le faire, ça? Je pense pas, non. J'en étais sûr. Toi, je te l'avais dit tout à l'heure. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Christian. Christian se demande, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues, que tu as photographiées, mais que tu t'interdis de montrer? Non. Je vais toujours les donner à mes gens qui ont commandé le reportage, à eux de choisir. Par contre, il y a certaines photos où je vais leur dire attention, là, je crois que ça va, c'est pas bien, il faut peut-être pas. Et on aura une discussion là-dessus et on parlera pourquoi oui ou pourquoi non, ne pas la publier. Mais des photos que j'ai prises et que j'ai pas envoyées ou pas montrées, non. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Elena. Elena se demande pourquoi, selon toi, la photo est souvent plus forte que la vidéo pour documenter un conflit ou un événement marquant de l'histoire? Bon, parce que la photo, c'est instantané, je pense. Donc la photo, c'est une image fixe. Donc ça reste, ça s'imprègne fixement dans son cerveau. Et donc, on s'en souvient plus. On va avoir un ressenti sur une vidéo, peut-être. Plus. Il y a une image, toi, de guerre qui t'a particulièrement marqué? Moi, j'en ai plein, en fait. J'ai plein d'images de guerre qui m'ont particulièrement manqué. Par exemple, la petite fille qui court toute nue. De Nick Hutt. Ouais. Voilà.
Brûlée par le napalm au Vietnam. Exactement, ouais. Celle-là, tout le monde s'en souvient et elle fait changer les choses. J'ai la photo du petit Aylan, bien sûr. Qui est mort, qui a l'air de dormir, voilà, qui s'est imprégné et qui tout d'un coup donne aux chiffres qu'on avait. On avait tous les jours tant de morts en Méditerranée et puis tout d'un coup, ça prend un visage, une émotion et tout d'un coup, les datas se transforment en une histoire humaine de l'humanité. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu avais une machine à remonter le temps, quel événement de l'histoire tu aimerais pouvoir documenter avec ton appareil photo? Le débarquement, je crois. Ah bah tu remontes pas très loin finalement. Non. Le débarquement, ça m'aurait bien plu de voir comment ça se passait. C'est-à-dire qu'il y a peu d'images qui nous restent de ce moment-là. Et donc, je pense qu'il y avait des choses à faire. Oui, puis la plupart des clichés de Capa ont brûlé, donc ont disparu de cette époque-là, soi-disant. Oui, là-dessus, il y a toute une autre histoire, mais... Ouais. Faut qu'on en parle de ça, tiens. Merci beaucoup, Véronique, ça conclut le quiz. Merci. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Véronique, c'était évidemment un plaisir de t'avoir avec nous à nos micros. Un grand honneur que tu nous as fait de nous accorder quelques heures de ton temps. On en a déjà parlé tout au long de cette émission. Tu as déjà 2 expositions prévues cet été dans 2 festivals. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité te concernant? En fait, j'en ai aussi une autre à Bayonne. Pardon. J'en ai une autre à Bayonne qui commence le 1er juillet. Et après, pour moi, c'est l'Afghanistan. Là, je repars avec Manon le 20, dans quelques jours. J'aimerais qu'on remercie Sandra Caligaro aussi pour certains contacts qu'elle nous a donnés et puis rappeler qu'elle va exposer une autre femme qui s'intéresse et qui a des liens très forts avec l'Afghanistan, qui va exposer à Woolgat à partir de juin jusqu'à septembre au festival Les Femmes s'exposent. Super festival d'ailleurs. Véronique, on espère t'avoir prochainement à nos micros, peut-être pour nous aider à construire une émission qui serait dédiée au travail de fixeur. Je note très bien ça dans ma tête, je trouve ça hyper intéressant. Ou sur Capa et le débarquement. Bon bref, tu vas revenir quoi. Ouais. Quand vous voulez. La semaine prochaine, on va s'intéresser aux différents statuts possibles des photographes professionnels indépendants en France. Nous recevrons pour l'occasion Éric Delamarre, auteur de nombreux ouvrages aux éditions Erol. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par le Lumix S5, l'hybride plein format pour les créateurs d'images exigeants. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.